Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le constat est largement partagé. Bamako, la capitale malienne, change de visage. Assainissement, libération des voies publiques, fonctionnalité des feux tricolores, réhabilitation d'espaces verts, pour ne citer que cela, autant de domaines dans lesquels les usagers constatent une nette amélioration des actions à l'actif de la délégation spéciale du district de Bamako, installée à l'hôtel de ville en janvier dernier avec une feuille de route déclinée par sa tutelle. L'équipe conduite par Bala Traoré œuvre au quotidien pour atteindre des objectifs avec de grandes ambitions pour une capitale censée bien évidemment être la vitrine du pays. Aux actions visibles sur le terrain, il faut ajouter l'amélioration significative de la situation financière de la collectivité. Selon des chiffres publiés il y a quelques mois, les recettes de la mairie du district sont passées de 385 millions à plus de 4 milliards de francs CFA de janvier à juillet 2024. Des chiffres qui ont valu à l'équipe dirigeante en son temps les félicitations du Premier ministre. Bala Traoré, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes contrôleur général de police, fondateur du cabinet d'études stratégiques Eureka Mali, auteur de plusieurs publications. Vous êtes le président de la délégation spéciale du district de Bamako. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors quand on entend tout cela, bien évidemment, la première question que l'on se pose, que l'on a envie de vous poser, c'est bien évidemment d'où est-ce que vous sortez cette baguette magique, on va dire. Autrement dit, c'est quoi votre secret? Le secret, c'est très simple. En fait, depuis le début, depuis le jour où nous avons été reçus par le ministre d'État de l'époque, le général de division Maïga, Abdoulaye Maïga, depuis le premier jour, à l'entame même, il a dit une phrase que nous avons beaucoup gardée en mémoire. Il a dit, mesdames et messieurs, Bamako est sale, très sale. Dès qu'il a dit ça, nous avons compris tout de suite, comme on dit de façon triviale, à quelle sauce nous serons mangés. Nous avons compris que la priorité des priorités sera l'assainissement de la capitale. À partir de là, nous sommes réunis, nous avons dégagé une stratégie. Pour tout ça, il faut une stratégie. Nous avons considéré ça comme une mission. Quand il a développé la feuille de route, il a insisté sur 2 points. La première, c'est l'assainissement de la ville. Et l'autre volet, c'est l'embellissement de la ville. En plus, il fallait instaurer la bonne gouvernance financière au sein de la mairie. Donc nous avons eu 2 piliers. La loi 2023-005 qui définit les prérogatives, les missions du district de Bamako, d'une part, et la mission confiée à travers la feuille de route. Ça a été notre bréviaire, ça a été les 2 piliers sur lesquels nous nous sommes focalisés en évitant toute distraction. Essayons de nous remémorer un peu. Vous arrivez en janvier 2024. Quel était l'état des lieux? Chaotique, pour ne dire que ça. Partout où vous tournez, sur les grandes artères, c'était des sacs d'ordures. À l'intérieur, au grand marché, partout où vous allez, c'était des tas d'ordures. Partout, ça s'amoncelait de jour en jour et il y avait presque sans espoir. Ça ne pouvait pas continuer, il fallait quand même trouver une solution. Nous nous sommes dit, nous serons jugés au résultat. Comment nous allons faire pour trouver une solution à ce problème-là? Alors, notre outil de travail principal, c'est quand même la voirie, la DSUVA. Nous avons fait l'état des lieux au niveau de la DSUVA. Nous avons compris qu'ils n'ont pas beaucoup d'équipements et surtout, il n'y a pas d'effectifs. Toute la DSUVA, il n'y avait que 30 manœuvres qui n'étaient même pas opérationnelles. Il fallait donc des gens qui, au jour le jour, allaient faire le travail sur le terrain. Monsieur le Président, est-ce qu'on vous confie une feuille de route avec des moyens supplémentaires? Les moyens supplémentaires, certains moyens étaient déjà là quand même. Par exemple, la voirie avait 2 camions balayeurs. Mais beaucoup d'équipements étaient en panne, et surtout les véhicules. Il fallait trouver une solution très rapidement, les remettre sur pied. Et il fallait renforcer aussi l'effectif. On a vu un renfort venant du génie militaire, en plus du directeur même, on a eu 6 éléments, officiers et sous-officiers, qui ont été des chefs de section, des chefs de division. Ça a instauré une certaine discipline dans les rangs. Et là, c'est eux qui supervisent les hommes sur le terrain. L'équipement a suivi aussi, et au fur et à mesure, nous avons fait en sorte que les équipements puissent être améliorés. Et chaque fois qu'il y avait des pannes, des difficultés, il fallait rapidement trouver des solutions. C'est ça qui nous a permis de redémarrer la DSUVA
Et ce sont les éléments de la DSIVOA qui sont déployés au quotidien sur le terrain. D'accord. Priorité des priorités, donc l'assainissement. Oui. Dites-nous comment est-ce que vous vous êtes organisé concrètement pour aboutir à quel résultat aujourd'hui? Nous nous sommes dit qu'il faut des manœuvres. Alors, nous avons augmenté leur nombre de 30 à 80, 80 à 100, 120, 150. Nous sommes aujourd'hui à 200. Ces 200-là sont répartis des deux côtés du fleuve. Et nous avons compris que quand nous avons commencé à balayer, nous avons créé certains désagréments auprès de la population. Les gens tombaient sur des bouchons parce que les éléments de la DSIVOA sont sur le terrain. Nous avons compris que pour les ponts, par exemple, il faut changer de méthode de travail. Au lieu de faire le jour, il faut faire la nuit. Donc toutes les nuits, jusqu'à 3h, 4h du matin, vous pourrez les voir sur les 3 ponts. Là, ça a permis de faire le travail sans pour autant créer des désagréments pour la population. On part de commune en commune. Il y a des artères qui sont les plus fréquentées. Il fallait faire en sorte que très régulièrement, ils soient déployés à ces niveaux-là. Et tous les jours que Dieu fait, c'est des nouvelles désignations, c'est des programmations, et ils sont répartis et ils sont suivis sur le terrain même. L'état d'immondice, les montagnes d'ordures à travers la ville, qu'est-ce que vous en avez fait? On s'est rendu compte que le plus gros problème, c'était quand même les dépôts de transit, avant d'arriver aux décharges finales. Dépôts de transit, l'idéal était qu'on en ait 25. Il n'y en a que 6 à peu près. Décharge finale, nous n'avons que Numumbugu. Nous nous sommes battus, nous avons pu ouvrir Nyamokoro-Kurani, Kalabankura, Nerekoro, avec les contacts qu'on a pris avec les populations locales. Il y a juste quelques 4 semaines, 2 mois, on a pu ouvrir. Mais si nous disons aux gens, ne jetez pas les ordures partout, il faut bien que les ordures soient ramassées. Et si les ordures sont ramassées, il faut bien qu'on les amène quelque part. C'est là qu'interviennent les dépôts de transit. La Fiabou, il y avait un dépôt, mais ça a constitué beaucoup de désagréments pour les populations. Il y a eu beaucoup de plaintes, ça a été fermé. Donc pour le moment, nous travaillons avec les caissons. Et quand les caissons sont remplis, les camions en pli-roll viennent les ramasser. En même temps, on a identifié, comme je vous l'ai dit, Nyamokoro-Kurani. Et là, ça nous aide beaucoup dans le travail. Dar Salam, au niveau du diesel aussi, les dépôts d'ordures existent. Voilà. Globalement, c'est ça qui nous sert de moyen de travail pour le moment. Alors, si on vous demande à vous-même, c'est-à-dire que comment est-ce que vous mesurez le chemin parcouru en matière d'assainissement concrètement depuis votre arrivée, qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Beaucoup a été fait, beaucoup. Parce que, bon, pour qui a vécu ici il y a quelques mois et qui examine la ville, regarde la ville, comment ça se passe, c'est vraiment le jour et la nuit. Le problème est que le travail n'était simplement pas fait. Tout se passait comme ceux qui sont en charge de l'assainissement attendaient que quelqu'un vienne d'ailleurs pour venir assainir. C'était une question de responsabilité. Qui est en charge? Et celui qui est en charge, qu'est-ce qu'il fait pour assumer cette fonction-là? La question était autour de ça. Donc nous sommes dit que non, il faut y aller, il faut faire travailler les gens, il faut les suivre, il faut les motiver, il faut les équiper. Et tout de suite, le résultat est paru. Si vous vous rappelez, au Dabanani, à un moment, il y a une vidéo même qui a circulé où c'était vraiment... C'est pas possible. Mais actuellement, essayez de passer là-bas, vous allez voir la nette différence. Il faut les mettre sur le terrain, les suivre, les encourager, les motiver. Et c'est ce qui a permis d'atteindre ce résultat-là. Alors, en matière d'assainissement, le défi aujourd'hui, il reste à quel niveau? Ah, il y a un défi quand même. Parce qu'il faut un changement de comportement. Ça veut dire que les gens continuent toujours à mettre les ordures dans les sacs, à les déposer sur les grandes artères. Ce n'est pas bien, ça n'existe nulle part. Il y a des villes, quand vous le faites, les gens penseront que vous avez un problème mental. Nous produisons nos ordures. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut jamais penser que les gens quitteront loin, les Occidentaux par exemple, pour venir s'occuper de nos ordures chez nous. C'est nous qui produisons nos ordures. Chaque pays trouve les moyens de s'organiser pour évacuer ses ordures. Bien. À notre niveau, pourquoi ne pas faire en sorte que les mentalités changent, que depuis les ménages, que les gens se dotent de poubelles, qu'ils passent contrat avec les GIE, que les GIE viennent enlever au quotidien pour les amener au niveau des dépôts de transit. En ce moment, nous sortons de ça. Si nous avons un sujet qui nous préoccupe, qui nous met mal à l'aise, tous les membres de la délégation spéciale,
c'est vraiment le fait de découvrir encore des sacs remplis d'ordures sur les grandes artères. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que maintenant le bas il blesse essentiellement au niveau de la collecte à domicile, donc au niveau du comportement de monsieur tout le monde? Absolument, absolument. Il faudra que les gens... Le reste du schéma, dépôt de transit, décharge finale, Oui. vous avez tout fait. Oui. Il faut que les gens comprennent qu'ils doivent faire un minimum d'efforts. Le système actuel, la mentalité actuelle, c'est pollueur-payeur. Quand vous produisez des ordures, quand vous produisez des déchets solides, la première responsabilité, c'est vous. Moi, j'aime à dire que ce que les gens mettent par jour en termes de crédit téléphonique, si nous prenons une famille moyenne de 5 personnes, ce qu'ils mettent comme argent dans les crédits téléphoniques par jour, il suffit qu'ils prennent ce montant-là pour 2 jours pour, se payer des poubelles, en même temps, faire un contrat avec un GIE. Le tout ne dépasse pas 7 500 francs. Et là, c'est pour tout un mois. Si les gens arrivaient à comprendre que c'est la seule solution pour que la ville soit assainie, que nous sortions de cette pratique de mettre des déchets solides dans des sacs sur les grandes artères, beaucoup de résultats auraient été atteints. Monsieur le Président, même si les gens s'abonnent à ces GIE, est-ce que le travail est fait correctement à ce niveau? Ou bien vous avez un mécanisme pour veiller à ce que le travail soit fait correctement à ce niveau? Parce que justement, ils n'ont pas fait appel aux GIE. Les GIE sont dans toutes les communes, dans tous les quartiers. Il suffit de faire appel aux GIE, d'avoir une poubelle devant la maison, les GIE viennent enlever et les GIE savent où il faut amener. C'est cet exercice-là qui fait défaut. On a appris plus tard que l'information a mal circulé parce que certaines zones telles que Djikroni, d'aucuns seraient allés leur dire que non, c'est la mairie même qui vous demande d'aller mettre sur la voie qu'ils vont venir prendre. C'est exactement l'inverse. C'est tout à fait le contraire. Donc encore une fois, nous invitons nos frères de faire preuve de compréhension et de changer de comportement à cet égard. Que tout le monde se dote d'une poubelle, que tout le monde passe contrat avec les GIE et le problème est réglé. Aujourd'hui, la mairie joue sa partition, elle enlève les ordures des décharges des dépôts de transit vers les décharges finales. Absolument. Et c'est ça notre rôle. D'accord. Deuxième volet. À part ça, évidemment, les grandes artères, nettoyer, désensabler, ça c'est notre mission et nous l'assumons. D'accord. Deuxième volet de la feuille de route que vous nous avez déclinée, l'embellissement. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire sur ce plan? On a fait assez parce que nous avons commencé par le rond-point Sokolo vers l'hôtel Oumou Sangaré. En même temps, le square Lumumba qui est au cœur même de la ville. Ça a été réhabilité, embelli et tout le monde peut constater. Actuellement, même où nous parlons, d'autres travaux sont en cours, notamment au carré des armées, là où se trouve la statue du général Soumaré. Si vous faites un tour, vous allez voir qu'il y a une nouvelle clôture et les travaux ont commencé. En même temps, au niveau de l'INSUP, les travaux sont en cours. Nous avons fait appel. Il y a un bon citoyen, un mécène, qui est venu, qui nous a dit « Nous voulons vous aider, nous voulons vous accompagner. Nous allons tout prendre en charge, nous voulons embellir ce rond-point-là. » Et les travaux sont en cours. La bonne nouvelle est que l'exemple de ce bon citoyen est suivi. Fait des émules. Ça fait des émules. À partir de là, nous avons été contactés par 3 ou 4 déjà. Certains disent non, nous voulons garder l'anonymat. D'autres disent non, identifiez-nous les grands ronds-points de cette capitale-là. Nous allons prendre en charge, trouver des gens qui peuvent embellir. C'est notre capitale à nous tous. Ça fera notre fierté. Et nous encourageons d'autres à aller dans ce sens-là. D'accord, donc beaucoup a été fait en matière d'embellissement, je veux dire, les feux tricolores réhabilités, certains tronçons aussi réhabilités par vos soins. Absolument. Nous avons changé exactement 36 feux tricolores. En même temps, 250 panneaux de circulation ont été changés. Et nous allons continuer. Et l'un des problèmes est que l'éclairage public, par exemple, relève de la mairie. C'est notre responsabilité. Sauf que les moyens ne suivent pas très bien parce que les redevances sur les éclairages publics qui devraient revenir à la mairie ne reviennent pas à la mairie. Fort heureusement, nous avons bénéficié d'un appui inattendu. Un appui au niveau de la présidence même, qui nous a appuyés, qui nous a soutenus, qui a pris l'engagement de nous aider à faire l'éclairage public du monument de la paix jusqu'à l'aéroport et de l'aéroport au pont des Martyrs. Ça coûte énormément, mais c'est la présidence qui prend en charge et que la présidence en soit remerciée. Parce que si ça restait uniquement à la délégation spéciale, ça aurait pris beaucoup plus de temps
Il est inimaginable que les gens qui viennent de l'étranger, qui quittent l'aéroport, atteignent le centre-ville totalement dans l'obscurité. Au mois où nous sommes, les travaux ont commencé, et même parce que la présidente veut faire les choses dans la perfection, les lampadaires solaires qui ont été installés, l'idée est de les améliorer avec des lampadaires beaucoup plus performants. La commande est passée et très bientôt, ces lampadaires-là viendront et le travail sera finalisé. Bonne nouvelle donc. L'encombrement, Monsieur le Président, des voies publiques qui paraissait ou qui paraît comme un problème sans solution, est-ce que vous avez réussi vraiment à avancer là-dessus? Nous avons fait à peu près la même stratégie que nous avons déployée avec la DSUA par rapport à l'assainissement, balayage et désensablement. Nous avons trouvé que, effectivement, au niveau de Dubop, c'est notre police municipale, il y avait un manque d'effectifs. Il fallait tout faire pour augmenter l'effectif. Il se trouve que, selon la loi 005, la délégation spéciale ne peut pas recruter. La délégation spéciale ne fait pas de recrutement. Mais nous savons que beaucoup d'éléments de la mairie étaient en détachement dans d'autres services, notamment la santé. Nous avons simplement rappelé. Ils étaient détachés dans des services. C'est la mairie qui continuait à les payer. Ils travaillaient pour ces services-là. Nous-mêmes, nous sommes dans les besoins. Donc, libérez-les qu'ils reviennent. Ils sont revenus. Nous avons pu passer au niveau de Dubop de 25 à 30 éléments à plus de 60 éléments. Et c'est eux que vous voyez dans les rues en tenue grise, là, que certains appellent Bamani Sawa. Ils font un excellent travail. Ils sont au Grand Marché, ils sont au niveau de l'ACI, ils sont à Raïda, ils sont au niveau de Yirimadio. Avec des résultats? Oui, et les résultats sont là. Les résultats sont là. Il y a beaucoup d'artères au centre-ville où les véhicules ne passaient pas. Depuis des années. Aujourd'hui, vous prenez votre véhicule, vous traversez sans problème. Et ce travail-là va continuer et ça va se poursuivre et ça va se consolider. D'accord. Monsieur le Président, il y a aussi la situation financière de la mairie du district. Vous renflouez les caisses de la collectivité de janvier à juillet. Vous passez de moins de 400 millions de francs CFA à plus de 4 milliards de francs CFA. En tout cas, cela vous a valu les félicitations de qui de droit. Mais comment est-ce possible? C'est bien possible parce que, bon, les gens ont été étonnés et nous avons été étonnés que les gens soient étonnés. Très franchement, parce qu'il s'agit de quoi? Il y a des fonds mis à la disposition de la mairie par l'État. Il y a les fonds engrangés par la mairie. Il s'agit pour la mairie maintenant de fonctionner, de payer les salaires, payer les carburants, équiper la voirie, payer les pièces de réchange en cas de panne. En fait, assurer le fonctionnement normal de la mairie. Ça a un coût énorme. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agissait de faire en sorte qu'avec les rentrées de fonds qui sont faites par nos services des assiettes et avec toutes les dépenses, faire en sorte qu'il reste des fonds disponibles pour la mairie au niveau des trésors publics. Et c'est ce qu'on a fait. En fait, les 4 milliards, il s'agit de ça. Vous avez fait des économies? Oui. Nous avons serré les vis à plusieurs niveaux. Aussi bien les missions ont été réduites, aussi bien les durées et les montants des sessions, aussi bien les dotations de carburant ont été réduites par 50%. Et en même temps, nous sommes battus pour que des postes de péage qui sont, par exemple, à Zantigila et Djalakoroba, nous reviennent. Et bientôt, ce sera la maison des artisans. Donc, cette politique d'austérité-là et certaines dispositions que nous avons prises pour assainir le personnel même qui travaille au sein des services des assiettes, ça a été payant. On a fait des changements, on a relevé des gens. Et il y avait quelques malversations au niveau, par exemple, de la vente des vignettes. Des vignettes parallèles ont circulé. Nous avons ouvert des enquêtes, les intéressés ont été mis à la disposition de la police et de la gendarmerie. Et tout ça, ça a eu un impact. Il y a eu une moralisation. Et l'un dans l'autre, tout mis ensemble, forcément, le résultat devait être atteint. Sinon, nous ne sommes pas a priori des experts financiers, mais il a simplement été question d'arrêter l'hémorragie. C'est ça qui a donné ces résultats-là. Alors, et vous trouvez 18 milliards de francs CFA de dette. Comment avez-vous fait face à cette situation? Quelle est la situation aujourd'hui? C'est une situation très critique et très regrettable. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est des entrepreneurs, c'est des citoyens qui ont été appelés par la mairie de l'époque pour faire certaines prestations. Curage, balayage, désensablement, avec la promesse qu'ils seront payés, bien entendu. Malheureusement, nous avons constaté que beaucoup ont fait le travail et ils n'ont pas été payés. Ils n'ont pas été payés.
Nous nous sommes dit, quand nous sommes venus aux affaires, nous nous sommes dit que bon, est-ce qu'on peut laisser la situation telle? Est-ce qu'on peut garder le statu quo? Ce ne serait pas bien. Parce que la mairie avait perdu toute crédibilité. Il fallait faire en sorte que les gens qui maintenant commencent à penser que travailler avec la mairie, c'est perdre son argent, les amener à une idée selon laquelle actuellement, au moins quand vous travaillez pour la mairie, vous serez payé. Et pour instaurer cette confiance-là, il fallait faire un effort. Et là, nous sommes assis, nous avons examiné les dossiers. À notre grande surprise, nous avons découvert que beaucoup de gens ont fait beaucoup de prestations, mais il n'y avait même pas de dossier finalisé, visé, contrat en bonne et due forme en ce qui les concerne. Et là, nous avons tiré la conclusion que nous ne pouvons pas faire autre chose. Mais tous les dossiers pour lesquels il y a eu des contrats, où les dossiers ont été visés par les services compétents, il nous revenait à nous, puisqu'on était un peu liquide, de faire les paiements dans la mesure du possible sans pour autant arrêter le fonctionnement normal du service. 15%, 20% graduellement. Malheureusement, il y a des situations dans lesquelles les gens ont fait du travail. Aucun dossier n'existe en bonne et due forme en ce qui concerne leurs prestations. Donc ils ne seront pas payés. Vous n'avez pas de base sur laquelle les payer. Même si nous le voulions, nous ne pourrions pas. Parce que l'argent dont nous disposons est au trésor. Et pour que l'argent sorte du trésor, il y a les lois de finances. Et là, ce sont les contrôleurs financiers qui décident, qui contrôlent, qui vérifient. Et dès qu'ils trouveront que des dossiers manquent, ils rejettent et ça nous revient. Le problème est à ce niveau-là. Sinon, nous avons fait beaucoup d'efforts. Depuis que nous sommes là, ça va étonner les gens, mais nous avons payé plus de 1,5 milliard à des citoyens maliens. Il est vrai que les gens ne courent pas la rue pour aller dire oui, la mairie m'a payé tant de millions. Ça reste entre eux. Mais nous avons fait l'effort. Depuis que nous sommes là, nous avons pu payer 1,5 milliard à des citoyens maliens qui avaient fait des prestations au profit de la mairie pendant que nous n'étions pas là. D'accord. Est-ce que les montants que vous ne pouvez pas payer, entre guillemets, représentent une part importante des 18 milliards? Je pense bien. Mais bon, nous n'avons pas la solution, à moins qu'il y ait une solution politique. Si les dettes internes, de façon globale, si les dettes de la mairie pouvaient être incluses dans la prise en charge des dettes internes, peut-être bien. Mais en tant que tel, selon les textes qui existent et les procédures qui existent, il est pratiquement impossible pour nous de payer les montants pour lesquels il n'y a pas de contrat en bonne et due forme. Nous sommes vraiment désolés. Bien compris, Monsieur le Président. Fin octobre 2024, vous tenez la 4e session ordinaire de la délégation spéciale, session budgétaire, avec un budget que vous revoyez à la baisse de 16% de moins que l'année dernière. Pourquoi? Bon, parce qu'il y a d'autres charges qui viennent seulement. Nous en parlerons peut-être dans les perspectives. Il y a des tâches que nous nous sommes confiées. Notamment, nous avons enregistré malheureusement l'incendie au niveau du grand marché de 2 bâtiments, F et G. Nous avons pris sur nous la responsabilité de rénover, de réhabiliter, que nous amènera dans quelque chose de pas loin de 500 millions. Il y a beaucoup de projets de ce genre-là. Et là, nous nous sommes dit qu'il faut être un peu prudent, voir ce qui est réellement possible d'être fait. Et c'est dans ce cadre que nous avons pris le budget à ce niveau-là. Globalement, les grands chantiers pour 2025, c'est quoi chez vous? Globalement, nous allons d'abord voir l'équipement de la voirie. Il faut beaucoup de camions, des camions ampli-rôle, il faut beaucoup de caissons. Ça va faciliter l'évacuation des déchets. Il faudra rénover justement les bâtiments F et G. Il faut continuer la politique d'embellissement de la ville. Il faut reprendre des artères. Et autant de missions sont planifiées pour 2025. Et je pense que dans quelques mois, les citadins pourront constater ce qui se passe. Nous, on nous a souvent reproché de ne pas beaucoup communiquer, de ne pas être très visible. Nous avons notre compréhension de la chose. Nous pensons au sein de la délégation spéciale que notre meilleure communication, c'est les résultats que les gens verront sur le terrain. Nous ne sommes pas politiques. Nous considérons comme en mission et nous nous attelons à cette mission-là. Au fur et à mesure que les choses évolueront, les gens auront la possibilité par eux-mêmes de constater. Et c'est ça notre meilleure communication. Alors, nous avons lu quelque part dans ce que vous envisagez pour 2025, votre participation à la recapitalisation de l'ACI. Vous pouvez nous expliquer? Absolument. L'ACI
en principe, n'aurait pas dû avoir de problème parce que la matière première est donnée gratis, la terre. Il y a eu ce qu'il y a eu dans le passé, des dysfonctionnements, mauvaise gestion, mais le résultat est là. La CI est également plombée. Il s'agit de faire en sorte que la situation se redresse. Pourquoi nous avons décidé d'aider la CI? Parce que néanmoins, nous croyons à la CI pour deux raisons. C'est que l'État a décidé de sauver la CI. Quand un État décide de sauver, ça veut dire ce que ça veut dire. Le ministère des Finances est avec la CI. Par ailleurs, il y a le projet Grand Bamako que nous voulons articuler avec la CI. Vous savez, dans le district même, il n'y a plus d'espace. Grand Bamako, c'est une ceinture de 80 km tout autour de Bamako. C'est là où il y a l'espace. Faire en sorte que les zones de production soient articulées à la zone de consommation qui est le centre-ville. Avec le Grand Bamako, il y a beaucoup de nouvelles perspectives qui s'ouvrent pour l'ACI. Et c'est pourquoi nous avons cru en l'ACI et c'est pourquoi nous avons décidé de participer à la recapitalisation. Et nous avons bon espoir. D'accord. Le Grand Bamako, parlons-en, une vingtaine de collectivités, pas moins de 5 millions d'habitants, une volonté donc des communes du district de Bamako et de sa périphérie pour une harmonisation des activités, une mutualisation des moyens. Alors, l'importance de ce projet et surtout comment est-ce que vous voyez sa mise en œuvre? Qu'est-ce qui sera fait concrètement en 2025 dans ce cadre? Le Grand Bamako, c'est l'idéal. Ça part d'un constat. Vous savez, dans beaucoup de grandes capitales, il a été constaté que les villes et villages environnants passent pratiquement toute leur journée dans la capitale. Ils viennent, ils repartent, ils viennent, ils repartent. Donc c'est un grand ensemble qui travaille en symbiose, qui fonctionne en symbiose, mais apparemment on ne s'en rend pas compte. L'idée est de faire en sorte que les populations de ces localités-là, qui sont tous les jours que Dieu fait dans la capitale, même s'ils retournent en laissant leurs ordures, que ça soit articulé à la capitale. C'est là-bas qu'on pourra faire des zones industrielles. C'est là-bas que même l'ACI pourra faire des investissements. C'est là-bas que même l'énergie solaire pourra être développée. L'exemple est déjà là avec Sanankoroba et Safo. Beaucoup de choses, beaucoup de perspectives sont à venir au niveau du Grand Bamako. Mais il faut justement une organisation comme le Grand Bamako pour que ceux qui sont là-bas comprennent que leur localité ne sert pas seulement comme dépôt pour les déchets et que c'est une sorte de système gagnant-gagnant. Eux-mêmes, tout ce qu'il y aura comme investissement dans ces localités-là, ça va résorber le chômage. Et tout le monde y gagnera. De l'autre côté, la capitale aussi, s'il y a de l'énergie solaire dans ces localités-là, c'est la capitale qui va en profiter. Donc en travaillant en synergie, en articulant les localités situées à 80 km, cette ceinture-là tout autour de la capitale, beaucoup de choses peuvent changer, beaucoup de choses peuvent être améliorées et il y aura un grand profit à en tirer. Alors le district est un acteur majeur donc de ce projet. Qu'est-ce qu'on peut attendre du Grand Bamako en 2025? Le district est au cœur parce que celui qui anime, qui est le superviseur, c'est un élément du district. Il est pris en charge par le district. Et c'est le district qui accompagne, qui leur donne des facilités. Et pour la petite histoire, le district a déjà contribué jusqu'à hauteur de 20 millions pour le Grand Bamako, pour les accompagner, pour les urgences, les dépenses qui sont incontournables. Donc le district est pleinement engagé aux côtés du Grand Bamako. Et le district a reçu une délégation du Grand Ouaga qui est venue s'inspirer de l'exemple du Grand Bamako. Et la mission a été vraiment une réussite. En termes de mise en œuvre, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans un avenir très proche? Par exemple, prenons simplement l'éclairage. Vous savez que le Grand Bamako entend prendre en charge l'éclairage public, une grande partie de l'éclairage public. Le Grand Bamako sera le lieu où une cité industrielle sera construite. Et ils ont beaucoup de projets porteurs, des projets vraiment pertinents. Au cœur de ces projets-là, le district est là et le district jouera sa partition. D'accord. Monsieur le Président, nous sommes au terme de notre entretien. Qu'est-ce que le président de la délégation spéciale a envie de dire au public bamakois et aux Maliens tout court en ce début d'année 2025? En ce début d'année 2025, d'abord c'est un remerciement. Parce que nous avons fait deux constats. Nous avons compris que oui, assainir, embellir, nous nous engageons, c'est notre responsabilité, mais nous avons été agréablement surpris de voir à quel point
l'état d'insalubrité de Bamako est un souci pour les plus hautes autorités. Et quand on dit les plus hautes autorités, c'est au sommet. C'est vraiment une grande priorité. Et au-delà, le citoyen moyen, tous les cadres, tous les citoyens à tous les niveaux, quand nous les rencontrons, ils nous félicitent, ils nous encouragent. Ça veut dire que tout le monde avait à cœur l'état dans lequel se trouvait la capitale et personne n'était satisfait. Donc cet accompagnement moral au quotidien, nous avons vraiment apprécié. Ce que nous voulons seulement, c'est qu'il faudra que la population fasse un peu d'effort pour aller dans le sens de ce que j'ai expliqué tantôt. Que la population fasse en sorte que l'enlèvement des déchets depuis le niveau ménage puisse être mieux organisé et qu'on sorte de la pratique d'aller déposer les ordures sur les artères principales. Pour le reste, nous félicitons et nous remercions les citadins pour les efforts déjà et la compréhension et l'accompagnement que nous avons reçus. Au niveau du paiement des taxes, ça va? Au niveau du paiement des taxes, oui. Généralement, le Mali, de façon générale, Bamako en particulier, les gens, tant qu'ils peuvent éviter les paiements des taxes, ils évitent. Mais quand c'est incontournable et qu'ils n'ont pas le choix, ils payent. Nous les encourageons, nous les motivons et nous allons à eux. Et peut-être la digitalisation, quand ça prendra une nouvelle hauteur, nous serons concernés et ça va nous aider justement à maximiser nos ressources. Mais pour le moment, il y a des petites réticences qu'on arrive quand même à surmonter. Oui. D'accord. Nous vous souhaitons bon vent, Monsieur le Président. Ok, merci beaucoup. Merci. Et nous vous remercions. C'est nous qui vous remercions pour nous aider à communiquer et à faire passer nos messages. C'est un plaisir. Revenez quand vous voulez. Ok, merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur le RTM.